Des œufs, des cloches? Non, rien de tout ça. 2 chroniqueurs pour vous parler technologie. C'est le 162e épisode des Technos. Et les chroniqueurs de cette semaine ne sont autres que de ce côté-ci, Xavier, qui est déjà hilar, on ne sait pas pourquoi. Si on regarde dans la fenêtre d'à côté, on a Sébastien. Le retour de Sébastien dans ce 162e épisode des Technos. Merci de nous avoir rejoints. Comme on le dit à chaque fois, mais je préfère le répéter au cas où, c'est notre revue de presse à nous, technologique. On ne peut pas parler de tout. On parle de ce qui nous a titillé, ce qui nous a accroché, entre guillemets, l'œil. Ça part bien. Donc voilà, cette semaine, donc on ne peut pas parler de tout, évidemment. Toutes les références de ce dont on vous parle, de ce dont vous parlez Xavier et Sébastien durant cet épisode, on va essayer du moins. Tous les liens, vous les retrouvez dans lestechno.be. Merci d'avance pour les pouces levés sur YouTube, on ne cesse de le répéter. Merci également pour ceux qui nous mettent des petites étoiles et des commentaires sur les autres plateformes de podcast, audio ou vidéo. Merci encore 1000 fois. Pas de courrier des auditeurs cette semaine. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a répondu à tout le monde, à gauche et à droite, que ce soit au sujet de l'aspirateur de Xavier. Il y a eu pas mal de réactions. Il y a eu pas mal de réactions. On a répondu. Je pense qu'au niveau crypto-monnaie, l'autre Sébastien a répondu également. Et si vous êtes passionné par les crypto-monnaies ou que vous découvrez les crypto-monnaies, on en reparlera dans un hors-série à venir lundi prochain. Donc voilà, comme ça vous savez tout. On peut entamer, si vous le voulez bien, notre abécédaire classique. Pas par la lettre A, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, on vire la lettre A. On commence directement avec la lettre B comme backup, Sébastien. Le 31, c'est le backup day, et nous enregistrons le 29 au soir, donc c'est dans 2 jours. C'est tout à fait ça, c'est samedi. Voilà. Et c'est juste un petit rappel, parce que il y a le proverbe qui dit effectivement « les vrais hommes ne font pas de backup ». Mais en petite, la deuxième ligne, c'est « les vrais hommes pleurent aussi ». Oui, c'est ça, voilà. Donc, voilà, ça c'est le proverbe classique. Et donc, le 31, c'est juste un petit rappel. Oui. Faites des backups. Alors, on va pas revenir parce que je pense qu'on a déjà fait pas mal de numéros hors série sur le sauvegarde de données et sur le backup l'été passé, je pense même. Hein, oui, on l'a fait durant l'été, on avait fait ça, oui, effectivement. Oui, donc je vous enjoins à aller jeter un œil à ce qu'on avait raconté à l'époque. Mais voilà, les conseils habituels, c'est le jour de backup. Profitez-en effectivement pour copier tout sur des disques. N'oubliez pas que ces disques doivent être déconnectés après de votre système. Oui. Si possible, pas au même endroit, etc. etc. Ouais. Donc voilà, faites attention, au moins une fois par an. Normalement, espérez plus qu'une fois par an, mais faites-le. D'accord. Un sirop pour la toux. Voilà. On donne toutes les bonnes... Il y a tout maintenant dans les journées, tu vois. Bon week-end aussi. Ouais. Samedi va être super, vous allez voir. Parce qu'il y en a des choses à backuper. Ceci dit, c'est pour le principe, mais comme souvent, les journées de quelque chose, c'est pour remettre à l'index quelque chose qui devrait être fait régulièrement, finalement. Hein. C'est ça aussi l'idée, c'est de rappeler aux gens ce que c'est un backup. C'est ce que nous faisons là, justement. Donc, c'est comme la journée de la femme, on rappelle de temps en temps ce que c'est. Oui, et la journée de la femme n'existe pas, c'est les journées des droits de la femme, des femmes. Ah merde. Oui, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux ? Il y en a plusieurs. Heureusement. Allez, on passe à la lettre B. B comme Boring Company, c'est une entreprise dont on a déjà parlé ici, Xavier. C'est la compagnie d'Elon Musk, hein, je dis pas de bêtises, c'est celle qui vend des lance-flammes. C'est cette société qu'il a créée et qui a récemment commercialisé avec succès un lance-flamme. Oui. Donc un espèce de jouet, sauf que ça lance des flammes, donc c'était pas spécialement pour les enfants. Et il a annoncé un nouveau projet sur son compte Twitter ce lundi. En fait, il a envie de commercialiser des briques de type Lego. C'est des briques qui seraient de taille réelle et qui serviraient à réaliser, d'après lui, des sculptures décoratives, des bâtiments, bref, un peu tout ce qu'on veut comme avec les briques normales. Mmh. Mais ce qui est particulier, c'est que, donc on le sait, de Boring Company, à la base, c'est une société qui crée des voies de circulation en dessous des routes en creusant des tunnels. Mmh. Alors évidemment, ça coûte cher et ça crée pas mal de déchets, entre guillemets, qui sont de la terre et des pierres. Et Elon a pensé à tirer profit de ces restes-là.
Et donc, il va fabriquer des briques à partir de ça. Et il précise que les briques seront pas trop lourdes parce qu'elles seront creuses et qu'elles pourront également résister aux tremblements de terre qui sont bien courants en Californie. Alors, les premiers kits qu'il va vendre seront liés à l'ancienne Égypte avec des thèmes comme les pyramides, le sphinx et des choses comme ça. Donc, c'est encore un projet... pharaonique, un peu fou, mais qui est déjà voué au succès, puisque tous les projets qu'il a fait, que ce soit utile ou pas, que ce soit cher ou pas, rien que parce que c'est Elon Musk, ça a déjà un certain succès. Donc, il est certain d'en écouler déjà un certain nombre. Je me demande pendant combien de temps il va encore pouvoir jouer sur cette corde-là, finalement, parce que tant que ça marche. Ouais, mais je pense que ça a une limite quand même. À un moment donné, ça va claquer, quoi. Je veux dire, il faut quand même faire un petit peu attention. Et on l'attend toujours au tournant, Elon Musk, mais il a cette méthode de communication qui fait que finalement, à un moment donné, on se dit on peut lui pardonner un retard par-ci, une extravagance par-là. Finalement, c'est comme ça que ça se passe. Je sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter là-dessus, sur la personnalité du personnage et sur ce qu'il fait. Sur la personnalité, il joue extrêmement bien avec le culte qui lui est voué. Si on reprend l'actu des derniers jours, quand effectivement on a eu tout le mouvement anti-Facebook, en 3 secondes, il a supprimé sa page sur un tweet d'un utilisateur qui disait mais pourquoi tu râles dessus, t'as quand même t'as aussi une page pour Tesla et pour SpaceX. SpaceX, et le gars il dit cette page, j'ai jamais été, attends, je la supprime. Et donc voilà, c'est un gars qui est juste hallucinant. Alors qu'il a quand même un compte Instagram qui fonctionne d'ailleurs beaucoup mieux que sa page Facebook. Il faut le rappeler. Donc, il considère que Instagram a encore une certaine liberté par rapport à Facebook, mais qu'ils sont en train de rentrer dans le moule, et si c'est le cas, il quittera aussi Instagram. Ce qui serait dommage, parce que je trouve qu'il publie de très belles photos. Petite parenthèse, mais je trouve qu'il a un bon photographe, ou il est bon photographe lui-même. Je pense qu'il a une bonne équipe autour de lui, mais ils font de belles photos en général, et donc c'est plutôt amusant en fait à suivre. Bon, on peut s'en passer, mais voilà, ça existe, ça a le mérite d'exister, comme on dit. Oui. Mais pour terminer sur lui, je trouve que ce mec est positif pour le milieu, tu vois, parce qu'en attendant, il fait parler de beaucoup de choses. Et de projets qui auraient eu du mal à se lancer, et il crée une certaine émulsion dans le milieu pour dire ok, on va faire ce genre de rêve, on y croit. Donc voilà, pour le moment il a ce charisme de dire ça, voilà. On va croire à ces projets que personne n'aurait jamais osé faire. Malgré qu'on se doute, et on a déjà entendu parler du fait que c'était quand même un chef d'entreprise assez avec une grosse poigne, tout de même, il a dans le public ce capital sympathie entre guillemets qu'un Jeff Bezos n'a pas, par exemple. Il a plus de cheveux, tu vois. C'est peut-être une question de cheveux, finalement, oui, c'est ça. Tu dis ça pourquoi? Non, rien. Donc voilà, c'était sur le chapitre Boring Company. Je sais pas si Xavier avait un truc Il faut que citer tout son truc, tu vois. Non, je pense que voilà, on a tout dit là Mais n'empêche, c'est génial, tu vois. Si tu pouvais construire vraiment ta maison en briques de Lego, ce serait génial. Ah bah oui, c'est super. Mettre les plaques, ça va être vachement compliqué parce que ça va être vachement lourd, mais les briques, ce serait génial. Oui, c'est génial. Celui-ci n'a pas le temps de partir en vacances, mais par contre, il veut bien construire sa maison en Lego. Allez comprendre. On était là à être B comme business, Boring Company plutôt, B comme business aussi, oui, pourquoi pas, Sébastien justement. On parlait de Dropbox, ils ont fait la fête, Dropbox, ils ont ouvert la bouteille de champagne, c'est youpi tralala. Ah oui, ils ont fait la fête, ils ont mangé du caviar, et là c'est l'éclate. Et c'est toujours le cas. Donc c'est une des grosses entrées en bourse au Nasdaq américain. Donc ça s'est passé il y a quelques jours. Ils sont rentrés à $21 et je pense qu'il y a quelques heures ils étaient déjà à $30. Donc ils ont monté de 30% le premier jour, de 6 ou 7% le deuxième jour, et ça continue gentiment à monter. Donc voilà, ça montre qu'il y a un capital sympathie envers cette société que le public a, même si donc le Dropbox effectivement a été menacé pas mal par le passé avec des Google Drive, avec des box, avec plein d'autres trucs, mais Dropbox continue à vivre, continue à avoir comme je disais, un super bon capital sympathie, et les gens croient en leur technologie, donc ils investissent. Alors je dirais pas tout de suite de foncer pour aller acheter des actions Dropbox, parce que d'autres IPO par le passé se sont éclatés par la suite.
Mais pour le moment, voilà, c'est l'euphorie chez Dropbox et voilà, et c'est top. Le petit point aussi, c'est que ça c'est de bon augure pour une autre société qui va rentrer en bourse la semaine prochaine. Alors, si les gens n'ont pas claqué tout leur pognon dans Dropbox, c'est Spotify qui va rentrer en bourse dans les prochains jours. Donc voilà, on parle vraiment de gros acteurs pour le moment qui vont chercher des capitaux grâce à la bourse. Moi perso, je miserais plus sur Dropbox, je sais pas pourquoi. Ça me semble plus Dropbox, Tu miserais plus sur Dropbox que Spotify? Ouais, j'ai l'impression. C'est marrant. J'aurais dit totalement l'inverse. C'est vrai, pourquoi? Mais parce que pour moi Dropbox c'est une technologie qui est déjà, enfin voilà, il y a plein de services qui font la même chose, même si Spotify aussi. Et la tendance pour stocker ces données commence, j'ai l'impression, de plus en plus à vouloir avoir stocker de nouveau ces données soi-même plutôt que dans un cloud. D'autant plus qu'il y a des soucis de sécurité ou en tout cas de protection des données et tout ça qui sont liés à Dropbox. Donc personnellement, voilà, quand on voit des outils comme Drive qui sont accessibles par beaucoup de monde, il y a la iCloud aussi. Dropbox a certainement des différences, etc. Mais je miserais plus moi sur un Spotify qui, même s'il y a aussi des services concurrents, on connaît le succès de Spotify et il commence à générer un nombre d'abonnements assez impressionnant, quoi. Oui. Sébastien ronge son frein depuis un moment. Alors honnêtement, par contre, il faut regarder les chiffres, quoi. Dropbox, il a fait l'année passée 1,1 milliard de revenus. Par rapport à 845 l'année d'avant et 604 millions l'année d'avant. Donc ils sont vraiment en croissance phénoménale sur les revenus. Alors, effectivement, la technologie, maintenant, tu peux dire qu'il y en a plein d'autres qui font la même chose. C'est pas pour autant qu'ils vont plus vendre. Tu vois, si tu prends... ça a été les premiers dans le secteur à faire ça. C'était une super évolution. Et effectivement, t'en as d'autres qui ont copié en se disant c'est génial, on va faire du pognon avec cette idée. Mais quand tu vois... J'utilise aussi Google Drive, soyons clairs, j'ai un compte Dropbox payant et un compte Google Drive payant, de deux raisons pas différentes. Et autant le Drive a un client qui est utilisable, mais pas proposé par Google sur Linux. Donc tu dois quand même gratter pour réussir à le faire fonctionner. C'est quasi un des seuls. Autant Dropbox, le support officiel, il est fonctionnel sur toutes les plateformes. Avec une fluidité, enfin tu vois, donc les gars restent. C'est un truc que j'ai remarqué, moi j'ai fini par l'oublier Dropbox à un moment donné, je me dis mais tiens, oui c'est vrai. Là ce que je vais chercher, ce fichier, cette photo que j'ai prise il y a X temps, en fait elle est pas sur mon répertoire, elle est sur Dropbox et c'était devenu complètement transparent. Bon voilà, après c'est chacun qui voit où placer ses sous, mais en valeur entre guillemets, s'il fallait choisir entre les deux, voilà, moi, c'est mon choix, je comprends celui de Xavier, je comprends celui de Sébastien également, de ne rien acheter, si j'ai bien compris. Donc, dans tous les cas, je ne placerai dans ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, non, tout ça est schématique. On est à la lettre C comme crypto. On va encore un peu parler de crypto-monnaie, Sébastien, pour parler de Twitter. Il y a un lien entre crypto-monnaie, enfin, il y avait un lien entre crypto-monnaie et Twitter, quelque part, Sébastien. Oui, et le lien s'est rompu. Oui. Voilà. C'est pas les premiers. Je voulais souligner. Enfin, Facebook l'a fait par le passé, mais je sais plus qui. Mais les autres aussi. Oui, les autres aussi. LinkedIn aussi, je pense. Oui, déjà. LinkedIn, je pense, oui. Et Twitter est le dernier des grands réseaux sociaux à dire allez les gars, on fait plus de pub pour les levées de fonds en crypto-monnaie. Je crois que c'est YouTube, pardon, qui a... YouTube, juste. Ouais. Mais LinkedIn aussi, je pense déjà, tu sais. Oui, c'est possible. Donc voilà, il y a eu trop d'abus et plutôt que de continuer, on supprime la publicité. Et le problème de la publicité pour les cryptos et pour tous ces trucs-là, c'est que ça devient difficile de sortir le bon grain de livret, quoi. Quelque part, pour les plateformes, c'est compliqué, quoi. Oui, et puis il y a un autre problème légal derrière. En tout cas, chez nous, quand tu vas chercher des fonds pour un projet, ça s'appelle un appel à l'épargne. C'est réglementé. Et donc ici, la publicité sur les ICO, c'est pas tout, ça échappe un petit peu au contrôle. Ça plaît pas forcément à tous les régulateurs. Et bon, voilà, ils se sont fait un peu d'argent. On arrête maintenant, c'est fini, quoi. Ouais. Ceci étant dit... Pardon Ils ont coupé leur compte Facebook aussi.
Dans la foulée. Pour être copain avec Elon. Voilà. Bon, ben voilà, c'est clair. Ceci étant dit, quand je regarde, on parlait de YouTube, mais c'est pas le seul endroit, hein, quand je vois les spams qu'on se reprend de gens qui essayent de placer des comptes partenaires, des parrainages, crypto-monnaies, machin, etc. Chaque fois qu'on parle de crypto-monnaies, ils sont là. C'est une vraie plaie, quoi, quelque part. Je ne vais pas dire la crypto-monnaie de manière générale, hein, c'est juste ce qu'on en fait autour, ce que certains en font autour qui devient un petit peu invasif, quoi. Il faut le reconnaître. Donc voilà, la publicité finie aussi de ce côté-là. Oui, alors attention, c'est pas la publicité n'est pas interdite. Enfin, oui, c'est pas pour les cryptos en tant que tel, ou pour les levées de fonds. Les levées de fonds, oui, c'est ça. Plus précisément. Oui, Xavier. Nabila est triste. C'est qu'on aurait pu l'inviter, mais on va pas le faire. Ah, une femme. Non, Nabila. Pardon. On a Je savais pas que tu la connaissais personnellement. Dès comme donné, Sébastien, Orange est un peu dans le rouge pour vos données. Je vais y arriver. C'est la fatigue. C'est ça. C'est ça. Et pourtant, le truc, le logo est orange et l'interview du mec, il est sur du bleu. Voilà, c'est magnifique. alors, donc c'est le Stéphane Richard. C'est vrai que j'ai vu le truc et c'est vraiment un peu la tendance de ces dernières semaines. C'est normal, c'est parce qu'il y a une sensibilisation du public et des médias vis-à-vis des données à cause de la GDPR, donc la réglementation européenne. On en a déjà parlé longuement. Non, pas si longuement que ça. On en a parlé, mais on n'a pas approfondi la question. Mais bon. C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé des heures, tu vois. Oui, c'est parce que toi, tu en parles des heures, mais pas dans le podcast. Oui. Et donc ici c'était sur une interview de Stéphane Richard, donc le boss d'Orange, et qui disait gentiment, mais nous on ne vend pas les données, on ne les utilise pratiquement pas. Donc évidemment ça ne pouvait que susciter des réactions en disant, mais attendez les gars, on va voir un petit peu ce que vous faites. Et en même temps que le mec il dit on ne vend pas les données, Orange a 2 services qui sont mis en avant sur leur plateforme, Fluvision et Géoprésence. C'est très intéressant. C'est le premier. Fluvision permet effectivement d'acheter les données de flux des utilisateurs, c'est-à-dire tu peux savoir où ils ont bougé, d'où ils viennent, où ils vont. Alors anonymement, mais d'où ils viennent, où ils vont, c'est bon, voilà, tu connais leur maison gentiment, tu sais où ils vont les travailler. Alors voilà, on t'explique gentiment que les données sont anonymisées et que tu vas en avoir un tas. Effectivement, dans le but est de savoir quelles routes sont utilisées, où est-ce que tu vas des centres de regroupement de population. Mais voilà, donc d'une certaine manière, c'est comme on peut en revenir aux dérives qu'on avait vues sur les cartes. C'était il y a 2 ou 3 semaines de cette société qui a diffusé toutes les datas sur le jogging. Si on veut retrouver des infos sensibles, c'est possible. Donc quand on dit on ne vend pas les datas, si, c'est un service commercial qui vend les datas à des sociétés privées. Et alors Géoprésence est une autre société un autre service qu'ils ont, et le Géoprésence là, c'est le fait de pouvoir te balancer des MMS ou des SMS sur base de géolocalisation quand tu as donné ton opt-in à Orange pour te faire spammer comme un couillon. Et là aussi, c'est un service qui vendent. Alors pour info quand même, parce que c'est pas gratuit, pour une région particulière en France, tu vas aller payer 30 000 € pour avoir les services du Fluvision. Donc c'est pas des trucs qui sont totalement gratuits. Ils font des PPS et voilà. Mais ça me semble pas. Enfin, moi, ça me choque pas d'une certaine manière à partir du moment où c'est validé le pourquoi ils vont le faire. Si tu vois, s'ils vont donner les données de tous les déplacements des utilisateurs à n'importe qui pour le fun, ok, c'est un problème. Et si c'est effectivement pour des organismes publics pour essayer de se dire, ok, qu'est-ce qu'on doit voir sur les infrastructures, ou des trucs d'intérêt général, ok, là, ça me dérange pas. Mais sinon, pour le reste, les gens sont pas au courant qu'on va vendre leurs data quand ils utilisent leur téléphone. Tu vois. Les flux de migration, entre guillemets, des gens, etc., sont également utilisés, par exemple, pour voir en temps réel les embouteillages sur les
les grands axes routiers, par exemple. Hein, puisque c'est fait depuis très longtemps que Proximus fait ça en Belgique. Quand il y a une concentration parce que ça, ils peuvent le voir par triangulation, quand il y a une concentration de cartes SIM quelque part à un endroit et qu'elle ne bouge pas beaucoup, c'est un embouteillage, donc c'est analysé comme tel et on peut en déduire qu'il y a un problème de ralentissement sur une autoroute ou sur un périphérique ou des choses comme ça. Donc ça, à la rigueur, on peut comprendre l'usage de la chose de manière, on va dire, pour le bien de tout le monde finalement. Mais si c'est à des fins commerciales, purement commerciales, sans prévenir l'utilisateur, là, c'est que ça se pose là quand même, hein, comme méthode. Mais c'est légal et c'est des sociétés qui sont, des services qui sont déclarés à la CNIL en France et qui sont validés par la CNIL. Donc voilà, c'est légal. Ça se fait, mais alors faut pas dire qu'on ne le fait pas. Ou alors c'est écrit, j'imagine, en tout petit dans le contrat. Probablement quelque part pour se protéger, enfin se couvrir entre guillemets de toute attaque. Voilà, c'est pas bien joli en tout cas. Non, mais autant le savoir. Oui, voilà, il y a tellement de choses qui se fait dans les données, les gens vont découvrir beaucoup de choses ces prochains mois, et puis voilà, ça va tomber un peu dans l'oubli, mais il va y avoir beaucoup une fois la phase d'indignation passée. Puis ça va continuer à passer. Ça va continuer à passer. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà. D comme données, ça s'est fait. D comme drone, Xavier. Walmart dépose un brevet pour son Plan B. C'est comme ça qu'on dit, je pense. Oui. Plan B, B comme abeille. En fait, ils ont déposé un brevet qui est lié à l'agriculture, mais aussi aux drones, puisqu'ils ont imaginé des drones qui pourraient polliniser les récoltes, comme dans la saison 3 de Black Mirror, pour ceux qui ont vu l'épisode Hated in the Nation, où il y a une société qui a fait des petites abeilles pour polliniser, et il y a un homme qui pirate le système et qui les utilise pour tuer des gens. Donc c'est vraiment la même technologie à peu de choses près, si ce n'est qu'on ne sait pas sous quelle forme ça va se présenter. C'est un brevet qui a été déposé en 2016 et qui a été rendu public en début mars. Alors il n'y a pas un réel dessin du drone qu'on voit sur le brevet. Oui. Mais un dessin d'abeille. Mais on sait que l'appareil va disposer d'un applicateur de pollen. Il va pouvoir vérifier si le pollen a bien été déposé. Et le but est de remplacer les abeilles à terme, ou en tout cas en parallèle, puisqu'on sait qu'elles sont menacées pour le moment. Alors c'est une technologie qui est pas tout à fait neuve, c'est la façon dont il présente qui est brevetable. Il y a des essais pour ce genre de choses depuis très longtemps, et c'est un sujet qu'on a déjà pu traiter à quelques reprises, mais ici c'est ce qui est étonnant, c'est qu'il y a réellement un brevet qui a été déposé, et c'est une société à laquelle on s'attendait pas forcément dans ce secteur. C'est vrai. Seb. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a certainement si tu réponds oui à la question, c'est logique qu'ils s'y intéressent. Est-ce que ces robots vont faire du miel ? Oui, là, à ce moment-là, ça a un intérêt. De l'autre côté, mets-toi à la place d'une abeille. 2 secondes. C'est dommage que l'abeille n'a pas de pouvoir d'achat, parce que finalement, ce sont des poupées gonflables pour abeilles, finalement, qu'on leur propose, tu vois, mais un peu évoluées. Enfin bon. Tu vois, où elles vont pouvoir se reposer, tu vois. Où elles vont pouvoir. Oui, c'est ça. Allez, bosser. Allez. C'est tranquille. Elles vont toutes grossir et devenir des frelons. Non, mais est-ce que ça ne va pas ? Mais on pourrait très sérieusement se poser la question de savoir si, quand on va lâcher comme ça ces abeilles robots, hein, on va appeler ça comme ça, si finalement les vraies abeilles vont pas se sentir un peu lésées et disparaître et partir en grève. Contre beurre. Non, mais c'est pas si c'est des abeilles françaises ou si c'est des abeilles américaines, tu vois, c'est pas sûr. Et c'est encore différent s'ils sont des abeilles belges, alors là je t'explique pas le bazar. Mais des sacs poubelles sur la tête. Tu vois, pour aller manifester. Non, mais on pourrait se demander si ces fausses abeilles ne vont pas accélérer, entre guillemets, la disparition des vraies abeilles. Enfin, il y a toute une question à se poser autour de ça. Est-ce qu'on ferait pas mieux de moins polluer pour faire en sorte que les abeilles se sentent mieux, finalement ? Ne privatisons pas les abeilles, s'il vous plaît. Bon. Oui, mais est-ce qu'elles font du miel ? Mais est-ce qu'elles font du miel ? C'est l'autre question. Xavier, tu voulais dire un truc ?
Non, je disais, c'est déjà parfois le cas. Oui. Il y a des sociétés qui exploitent des ruches d'abeilles. Bon. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Xavier a une tête à aimer le miel. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tout petit pot de miel, là, tu vois, non? Ils sont bêtes. Il m'a pris pour Winnie l'ourson. Voilà. Ou pour Maya l'abeille. On était à D comme drone, F comme Facebook, parce que là il s'est passé des trucs aussi, on l'avait déjà un petit peu évoqué la semaine dernière, Seb, Facebook s'excuse, mais maladroitement. On revient sur ce qu'avait dit déjà Mark Zuckerberg sur sa page Facebook, sur son compte Facebook, mais il a publié dans la presse des excuses également. Oui, ils ont fait une pleine page dans la plupart des journaux américains et anglais, les plus gros trucs, hein, donc le Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, etc. Et une pleine page qui disait en gros, si nous ne méritons pas vos données, nous ne devrions pas les avoir. Et c'est là que certains ont dit, on savait qu'un jour Facebook ferait gagner de l'argent à la presse. Voilà. Ils l'ont fait. Alors, pour certains, je suppose que quand ils ont vu la pub, ils ont dû s'étrangler en disant tu ne devrais donc pas les avoir. Donc, je ne sais pas si le message était hyper bien choisi, surtout en ce moment, parce qu'ils sont vraiment en pleine ligne de mire et en plein scandale. Et je veux dire, il n'y a pas une heure, il n'y a pas un jour sans qu'on n'ait pas un nouveau détail ou un nouveau problème vis-à-vis de la vie privée sur Facebook. Et j'en reviens directement sur la suite. Ils viennent en même temps d'annoncer qu'ils arrêtaient un contrat avec certains revendeurs de data. Il y a plein de choses qu'ils font depuis des années. Alors, ces sociétés, en fait, on va revenir après à ce qu'ils font, mais il y a plein de choses qu'ils font depuis des années et qui sont expliquées sur leur page et que les gens ont l'habitude, d'un point de vue business, à utiliser. Et j'ai l'impression qu'en un coup, on se réveille, on se dit, mais c'est dingue tout ce que fait Facebook. Mais tout était là depuis longtemps. Ouais. Alors ici, effectivement, ce qu'ils veulent limiter, c'est les données qu'ils vont vendre aux boîtes de publicité pour savoir si, quand tu as cliqué sur une pub, tu vas passer dans le magasin après ou physique ou sur le site web pour aller acheter le produit. D'accord. Et alors effectivement, c'est assez hallucinant ce qu'ils arrivent à faire. Ils arrivent à savoir que tu as cliqué sur une paire de chaussures, une pub pour une paire de chaussures X chez eux. Et après, ils vont pouvoir te dire, tu as été effectivement sur un site sur lequel il y avait le petit truc Facebook pour un commentaire ou que sais-je, et ils arrivent à savoir tu as été acheté le produit ou effectivement tu t'es rendu en magasin. Donc si tu, en tant que commerçant, tu peux savoir quels sont les utilisateurs Facebook qui sont en train de se promener dans ton magasin, tu vois, par exemple. Donc il y a plein de choses qui font que les gens ne se rendent pas réellement compte. Et c'est vrai que ça, c'est un peu ce que la presse se pointe aujourd'hui. C'est Facebook a un peu l'impression qu'ils se foutent de la gueule des gens. Alors comme le fait d'aller pomper toutes les infos pour tes appels et tes SMS, ils disent mais oui, mais c'est normal, on a demandé l'autorisation aux gens. Oui, effectivement, ils demandent l'autorisation aux gens sur leur application, mais c'est 3 mots et un grand smiley avec un petit cœur pour dire oh s'il vous plaît, donnez-nous de data. Ouais. Donc il y a la manière et il y a l'explication qui effectivement on se dit parfois vous vous foutez un peu de notre gueule. Oui, sans oublier les autres méthodes, par exemple, c'était le cas précédemment de récupération d'informations par le biais d'un simple petit questionnaire amusant qui définit un petit peu qui tu es et avec qui tu pourrais être ami. Enfin, on a tous fait ça à un moment donné parce qu'on s'embêtait un petit peu devant l'ordinateur, dire tiens, machin qui est plus proche du chat que du chien, je vais voir si moi je suis aussi comme ça, plus proche du chat que du chien. Ça, ce sont des datas qui peuvent être utilisées, quoi. Non, pire que ça, quand tu utilises ces formulaires, c'est pas des formulaires qui généralement sont générés par Facebook, c'est des formulaires qui sont des
des applications externes. Oui, c'est ça. Et ces applications externes... De ça, je parle. Ouais, ces applications externes, au moment où tu cliques pour ouvrir ce formulaire, il te dit « Ah, est-ce que tu acceptes que l'application Schmulbrück, elle accède à tes datas ?» Tu dis « Bah oui, c'est pour remplir le formulaire plus vite. » Tu cliques, et en fait, à partir du moment où tu as dit oui, cette application, par magie, elle a accès à toutes tes datas, à savoir qui tu as mis, à des infos sur tes amis, juste pour les 30 secondes où tu as été remplir ces 3 questions. Soyons clairs, toute question posée auquel vous donnez une réponse sur Facebook, cette réponse peut être utilisée à un prix quelque part, un poids, qui est la plus anodine des questions. Je veux dire, vous préférez le bleu ou le blanc ? Par exemple, voilà, ce sont des informations dont un tiers, peut-être pas Facebook, mais d'autres peuvent se servir pour mieux vous cibler encore, parce que c'est toujours ça l'objectif en bout de course, je pense. C'est un meilleur ciblage encore du consommateur, quoi. Oui, c'est le truc classique. Si vous ne payez pas, c'est que vous êtes le produit. Maintenant, je pense que ici ils font des efforts et ils sont en train de bouger dans tous les sens pour dire on vient de changer les settings, vous allez voir, c'est encore mieux. J'ai l'impression d'entendre un truc qu'on a vu il y a quelques années, où on a déjà eu tout ce scandale vis-à-vis de Facebook et de l'accès aux data, ces applications qui ont accès aux données. C'est quelque chose qui est intrinsèque à Facebook. D'une certaine manière, il manque... Je pense pas que Facebook devrait complètement désactiver le principe, parce que ça a un avantage, ça a des intérêts, il y a des cas pratiques où c'est très intéressant, très utile, mais il y a quelque chose qui manque fondamentalement Facebook là-dessus. Alors peut-être qu'ils écoutent notre podcast. C'est quelque chose qui est possible sur le registre national belge. Alors, je m'explique. Alors, je ne sais pas s'il y a l'équivalent en France, mais je suppose que oui. En Belgique, ça n'existe pas dans tous les pays en tout cas, mais en Belgique, on a un registre national. C'est une grande base de données où on est tous fichés avec toutes les infos, et tout est lié à ça en Belgique. Nos impôts, nos taxes, nos gosses, nos femmes, nos machins, tout est lié. Oui, les passés, les présentes, mais pas encore les futurs. Le registre national ne connaît pas encore ça. Non, mais ça, Facebook le sait peut-être. Par contre, salaud. Et donc tout ça est basé sur, on a tous un numéro unique, et donc il y a des entreprises qui ont accès à ça, si c'est pour de l'utilisation pour de l'intérêt général. Il y a des sociétés donc qui ont accès à ça, et il y a évidemment toutes les entreprises publiques, donc police, commune, etc., mairie, pardon, qui ont accès à ces données. Juste en tapant votre numéro, ils peuvent aller chercher toutes les infos. Et pourquoi j'en arrive à ce lien avec Facebook, c'est que dès que quelqu'un accède à vos datas en Belgique, sur le site web du registre national, on peut consulter pendant une certaine période qui a accédé à vos datas. D'accord. Et d'une certaine manière, je pense que Facebook devrait en arriver à ça, un registre pour dire telle application accède à vos datas, et quand et à quoi. Et à partir du moment où il montre aux utilisateurs cette transparence pour dire là, il y a l'application, que sais-je, Adidas, que vous avez cliqué une fois, ou Nike, ou que sais-je, vous avez cliqué sur le truc, eh bien, 3 mois après, alors que tu joues plus, tu pourrais avoir une liste en disant il continue à regarder ce que tu fais. Et là, tu pourrais te rendre compte que cette application, de par toi-même, tu te dis non, je m'en fous, ces mecs, ils exagèrent, et tu pourrais la dégager. Aujourd'hui, tu vois juste une liste d'applications qui ont accès à tes datas, mais tu sais pas quand ils y accèdent, tu sais pas ce qu'ils en font, et là, ça manque de transparence. Alors, la réponse un peu crétine, entre guillemets, aux inquiétudes des gens, c'était de dire regardez les datas qu'on a sur vous. Allez les télécharger. C'est pas une réponse aux questions que se posent les gens. Les gens connaissent leur vie, ils savent s'ils ont publié, etc. Là, on joue sur la peur. On joue sur la peur, exactement. Et là, ça fait vendre, ça fait cliquer, ça fait des articles. Là, je suis pas totalement d'accord. Le service doit vivre, Facebook doit vivre, c'est normal, ils font de la publicité, ils doivent vivre. Mais il manque de transparence, ça c'est clair. Parce que quand je disais que c'était essentiellement toujours pour cibler les gens à des fins commerciales, c'est pas toujours que commercial, on l'a vu, c'est aussi à des fins politiques, des fois, et même plus souvent qu'à leur tour, il faut le noter également, puisque on l'a bien vu, c'est des groupes d'influence, on va cibler des gens ou certaines quantités de public et leurs amis, etc., pour leur glisser l'idée saugrenue de voter pour un candidat plutôt qu'un autre, etc. On a vu que ça avait influencé l'élection
l'élection de Trump aux États-Unis, le Brexit en Grande-Bretagne et d'autres élections encore. Alors que d'autres se contentent simplement de faire du bourrage d'urnes, comme en Russie, par exemple. C'est plus facile. C'est beaucoup plus simple. Ça coûte moins cher, pas besoin de... Voilà. Mais ça, c'est la méthode ancienne, elle était interdite. Celle-ci, elle ne l'est pas encore. Donc ils se sont dit, merde, ils s'étaient pas encore fait gauler. Là, ils se sont fait gauler. Mais voilà, c'est ça. Donc, voilà. Enfin, c'est un vaste débat et je pense qu'on n'ira pas, on n'en fera pas le tour ce soir, ça c'est clair. Non. Mais si vous avez des idées sur la question et envie de partager votre expérience ou votre ressentiment, n'hésitez pas en commentaire, ils sont faits pour ça. Pas uniquement pour communiquer avec moi ou avec nous de manière générale, pour communiquer aussi avec le restant de la communauté, les autres auditeurs, pour partager peut-être votre expérience dans le domaine. Seb. Et comme ça, vos commentaires seront publics, on pourra les indexer, et la boucle est bouclée. Et il y a quand même, j'ai quand même bouclé un truc sur Facebook, parce qu'il y a quand même un truc qui m'a énervé fondamentalement, à part leur manque de transparence, mais ça, bon, voilà, c'est intrinsèque à la boîte. Ils sont encore jeunes, ils doivent évoluer. Mais d'un autre côté, après, ils utilisent leur data pour un point en particulier qui l'âme chagrine. C'est vis-à-vis des étrangers. Et là, ils sont en tout cas c'est l'ICE, donc c'est aux États-Unis, ils fournissent les datas sur demande, mais la demande, elle vient pas d'un juge, elle vient juste de l'agence ICE qui doit juste remplir un petit formulaire pour dire, Xavier, je pense que c'est un lit illégal, s'il vous plaît, dites-moi ce qu'il fait. Je l'attendais. Voilà. Il a une tête d'illégal en même. Une tête, hein, tu vois. Alors, le délit de facile de base, tu vois. C'est le truc facile. Et donc, de là, Facebook va dire, c'est facile, ils visitent souvent les magasins de miel. Voilà les adresses, allez-y, etc. Et donc là, ils permettent, grâce effectivement à toute cette localisation, à toutes ces infos qu'ils ont sur vous, d'aller retrouver des immigrants qui seraient en situation illégale aux États-Unis. Et donc, ils facilitent d'une certaine manière les expulsions de ces gens. Et je trouve que là, honnêtement, c'est un peu limite. C'est pas vraiment ce genre de truc que les mecs ont accepté. Voilà, c'est pas installant Facebook, tu vois. Oui, c'est ça, mais c'est pas le rôle, c'est pas ce qu'on attend d'eux non plus. Enfin, je veux dire, ça ne correspond à aucun besoin entre guillemets. Ils répondent au légal. Mais voilà, je trouve que là, c'est un petit peu. C'est marrant parce qu'on répond au légal toujours beaucoup plus facilement dans certains cas que dans d'autres. J'ai remarqué, c'est un peu à géométrie variable aussi. Hein, ça dépend des uns et des autres, mais bon, voilà. On a fait le tour de la question peut-être pour Facebook. Hein, enfin, je dis ça maintenant, mais si ça se trouve, on en reparlera la semaine prochaine pour d'autres raisons, hein, parce que finalement, c'est un peu redondant ce qui se passe avec Facebook. On est à la lettre I comme intelligence artificielle. Xavier, un outil d'intelligence artificielle de Google aide à lutter contre la déforestation. Des arbres artificiels, des abeilles. Avec les abeilles artificielles. C'est uniquement pour les arbres qui ont du miel. Donc, en fait, c'est Google qui a décidé de prêter son système d'intelligence artificielle qui s'appelle TensorFlow. C'est un outil de machine learning pour lutter contre la déforestation illégale en Amazonie. Donc en fait, c'est une ONG qui s'appelle Rainforest Connection qui va analyser des données audio à partir de smartphones qui ont été reconditionnés et qui vont être alimentés par l'énergie solaire à la cime des arbres. Donc ils vont placer ces smartphones à la cime des arbres et ils vont pouvoir récolter le son, par exemple les bruits de tronçonneuses, les bruits de camions, les bruits de chute d'arbres, enfin les déplacements, etc. dans un rayon de 1 km. Les bruits d'abeilles aussi. Voilà. Les abeilles vont pouvoir téléphoner. Ces sons, ils vont être envoyés dans le cloud, chez Dropbox. Non, je rigole. Et puis, ils vont être analysés. Ensuite, après analyse, il y a une alerte, une notification qui va pouvoir être envoyée à des gardes forestiers qui, eux, vont pouvoir directement intervenir ou prévenir les autorités. Donc là, il y a quand même un objectif assez sympa de la part des GAFA, puisque ces GAFA peuvent contribuer dans ce cas-ci à quelque chose d'un peu plus positif, comme la lutte contre la déforestation en Amazonie. Alors, juste pour rappel, TensorFlow, c'est une bibliothèque open source de machine learning qui a été développée par Google depuis 2015, et qui est ouverte à tous ceux qui veulent utiliser des algorithmes pour apprendre à partir de grandes quantités de données. Ce que vous entendez, ce bruit sourd et un peu tambourinant, c'est Sébastien qui tape sur son clavier. Je tenais à le préciser, juste.
Il fait son gêné là maintenant, mais... Excusez-moi, ce n'est pas la forêt, je ne déforeste pas. Parce qu'il t'a entendu à 1 kilomètre. Hein. Oui, voilà. C'est ça. Donc, oui, mais c'est une bonne idée, finalement. Enfin, c'est une idée technologique, voilà. Non, mais il réutilise aussi des smartphones, etc. Donc, c'est ça, pour sauver des arbres, on va tous leur coller un smartphone, comme ça ils pourront appeler « Il y a quelqu'un qui me coupe !» Tu vois. Et de l'autre côté, les abeilles pourront dire « Moi, ça va !» C'est quand même un peu du délire, tu vois. Je vois le dessin animé d'ici, tu vois. Dans quelques années, on aura des arbres avec des smartphones et les abeilles à côté en train de téléphoner. Bon. Facebook pourra dire qui est l'illégal qui a... Facebook, c'est encore un autre truc, ça. Bon, allez, on en a fini avec l'intelligence artificielle. Non, pas tout à fait, parce que ça permet également, Xavier, d'analyser la surface de la Lune. Et là, on va y mettre des téléphones. Non, mais comme il n'y a pas d'arbres, ni d'abeilles, ni de téléphone, ça va être plus compliqué, à mon avis. Voilà, ici c'est l'Université de Toronto qui a annoncé qu'une intelligence artificielle qui utilise la technique des réseaux neuronaux est parvenue à identifier des milliers de cratères sur la Lune. En gros, c'est des chercheurs qui ont entraîné l'intelligence artificielle en lui faisant ingurgiter une quantité d'images assez importante qui couvre les 2/3 de la surface de la Lune. Et l'intelligence est ensuite chargée d'analyser seule des images qui couvrent le dernier tiers. Le résultat, c'est qu'ils ont trouvé 6000 nouveaux cratères sur la Lune, ce qui est donc 2 fois plus efficace. Donc la technique est deux fois plus efficace que la méthode manuelle qui est simplement d'analyser des images. On voyait un type compter. Le but de ça, c'est pas juste de se dire combien il y a de cratères, mais c'est que l'analyse de ces cratères permet aux scientifiques de comprendre un peu plus sur l'histoire de la formation de notre système solaire, puisque les cratères sont des cavités qui ont parfois plusieurs milliards d'années, et puisque ils sont intacts étant donné qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de conditions climatiques qui vont perturber les cavités qui ont été créées. Sauf donc, quand Tintin y va avec les Dupont et Dupont, enfin ça c'est une autre histoire. Voilà, mais bon, c'est une technique aussi qu'ils vont reproduire. Ils ont déjà commencé sur Mercure et ils veulent analyser la surface de Mars, de Cérès et les lunes de Jupiter et de Saturne. Bon, ben voilà. Encore une belle observation, j'ai envie de dire, c'est le seul commentaire que je peux amener sur ce genre de truc-là, parce que franchement... Franchement, sur la photo que tu nous montrais, je ne sais même pas si elle est passée, parce que nous, on la voit en grand, il manquait plus que le petit vélo qui passe. De Spielberg avec E.T. dans la nacelle. C'est vrai, mais j'y ai cru, tu vois, j'y ai cru. Mais chaque fois qu'on voit la Lune, on y pense. Hein, maintenant, voilà, c'est devenu un logo. L'intelligence artificielle, je sais pas, j'y ai cru. Non, mais c'est ça qui vont sortir. Ceci étant dit, en termes d'image, c'est vrai que quand on voit la Lune, on pense à ce petit vélo et le gamin sur son vélo qui passe devant la Lune. Maintenant, on voit aussi une voiture. Hein. Oui. Quand on voit une photo de la Terre vue de l'espace, on pense à une voiture maintenant. Merci Elon. On en était à la lettre I comme intelligence artificielle. On peut passer à la lettre S peut-être, ou alors Sébastien a juste un truc. Non, j'avais une question. C'était bien avec Xavier qu'on avait fait le sujet où j'avais juste rêvé que le truc chinois allait s'éclater, la station chinoise. Oui, effectivement. C'est pas fait. C'est la pété. Non, c'est ce week-end. C'est pour ce week-end aux dernières nouvelles. On ne sait pas très bien quand encore. Ça va passer au-dessus de la France justement. Il y a des smartphones qui vont sonner en Amazonie. C'est apparemment, mais bon, il y a de fortes probabilités que le truc qui a la taille d'un autobus soit réduit à peu de choses en bout de course et vu la quantité d'eau à la surface de la Terre, il y a de fortes chances pour que ça fasse plouf plutôt qu'autre chose. Mais c'est prévu pour ce week-end. Je suis l'affaire entre guillemets à distance. N'empêche, si ça s'éclate sur Paris, il y en a un qui va dire je m'étais trompé, c'était pas Mir. Si tu te rappelles pas. Non. Non. Ah oui, c'était le grand un grand fou. Oui, si vous vous souvenez du nom, mettez-le dans les commentaires. Oui, c'est ça. Donc il y a quelqu'un qui avait. C'était un couturier, non? Oui, c'était le couturier. J'ai oublié son nom, mais bref. Voilà, un grand fou. Si on commence à parler couture, en plus.
Un grand fou. Xavier le connaît, je pense. Xavier a son doigt. Enfin, je veux dire, Xavier J'ai avait mon le doigt, doigt. en tout cas. Non, les dernières estimations de l'Agence spatiale européenne indiquent que ce serait ce dimanche que ça va se produire. Mais par contre, on n'a encore aucune idée sur le lieu exact et apparemment, il sera connu que quelques heures avant. D'accord. Bon, on aura le temps de faire une dernière vanne, et puis voilà. On en était à la lettre I, on était à la lettre S comme... C'est Paco Rabanne. C'est Paco Rabanne. Aucun rapport. S comme sécurité, Seb. Il va nous parler de chinois et de FBI. J'ai peur. De quoi s'agit-il? Explique-nous ça. Ben voilà, je pouvais pas m'en empêcher. On a un numéro... numéro asiatique, et là franchement il est top quoi, c'est un truc, j'ai hésité à la mettre dans le ouais mais non, et puis je me dis non, c'est quand même technique, ils sont forts ces gars, et quand on regarde sur la photo, en fait c'est toujours le même gars mais il est fort quand même. Oui, enfin il faut expliquer de quoi il s'agit parce qu'on comprend rien pour l'instant. On comprend rien, hein. Donc, c'est un chinois qui s'est dit je vais me faire passer pour un autre. D'accord. Et plutôt que de faire de la chirurgie esthétique, il s'est dit, il y a plus facile. Il dit, je vais juste me balancer de la lumière infrarouge en plein visage. D'accord. Et donc, il s'est foutu de la lumière infrarouge en plein visage. Et puis, grâce à ça, il s'est mis devant une caméra. Et la caméra lui a dit, tu es Moby. Ou tu es Oi Chang, tu es Nan, ou tu es Vladimir, je sais pas, mais pas Vladimir Poutine. Et en fait, les mecs, il a réussi à complètement défoncer tout le système de reconnaissance faciale en disant simplement, ben voilà, en mettant quelques points lumineux en infrarouge sur le visage, je peux tromper le système et faire croire au système que je suis n'importe qui. C'est incroyable. Et il suffit pour ça d'avoir une ou deux photos de la personne. Et avec une ou deux photos de la personne, il dit à 70-80% de chance, j'arrive à tromper la machine pour dire que je suis toi et pas le petit chinois caché dans mon sous-sol. Soyons clairs, il ne se projette pas l'image de quelqu'un d'autre sur le sien. C'est vraiment c'est juste de la lumière. C'est juste de la lumiire, quoi. Il y a rien il y a pas de projection avec un projecteur vidéo ou autre. C'est juste de l'infrarouge. Alors, il faudrait approfondir un peu la question, voir effectivement jusqu'où ça va cette histoire. Enfin, jusqu'où il est capable de se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. Mais effectivement, du coup, ça met à mal tout un système quelque part de reconnaissance faciale, quoi, finalement. Et complètement, donc voilà, ici on n'en a pas beaucoup parlé, c'est un truc que j'ai trouvé un peu par hasard cette semaine, et le mec, c'est un sujet d'étude qu'il a publié, et je trouve que ça valait quand même la peine de ressortir, alors qu'effectivement, voilà, Xavier est super content, il va pouvoir se faire passer pour n'importe qui. Non, c'est toi, Seb, c'est toi, je te reconnais, oui, c'est toi. Ouais. J'imagine quand même Seb en train de chercher un sujet chinois, parce que je participe au numéro. Tu vois, j'aurais été déçu si t'étais pas là. Oui, c'est ça. Au dernier moment, je change, tu vois, je mets quelqu'un d'autre. Et oups. Ceci dit, la news sera valable la semaine prochaine aussi, parce qu'il n'a pas fini, le monsieur, hein, à mon avis. C'est intemporel. C'est intemporel comme info. Mais enfin, c'est quand même original. On mettra le lien, évidemment, comme chaque fois, et comme à propos de chaque information dont on vous parle, les sources sont dans lestechno.be, dans l'article consacré à l'épisode 162, vous l'aurez noté. On est à la lettre S comme sécurité, mais il y a également S comme smartphone, avec un nouveau record battu, Xavier. Ouais. Donc ça, c'est une petite brève, c'est une fuite qui concerne un prochain smartphone signé Huawei qui serait doté d'une capacité de mémoire de 512 gigas. En fait, c'est l'organisme de certification chinois, enfin des télécoms chinois, qui a enregistré l'appareil, et plusieurs spécialistes ont remarqué cette sortie avec un appareil qui serait donc capable de filmer ou d'enregistrer des dizaines de minutes de vidéos sous 4K. Donc une bonne dizaine de minutes, de vidéos sous 4K. Donc c'est une nouvelle étape, puisque la plupart des smartphones aujourd'hui ont entre 64, 128 ou 256 gigas au maximum, hein, pour les modèles les plus chers. On pense par exemple à l'iPhone X qui, si je ne me trompe pas, plafonne à 256 gigas. Donc c'est encore une nouvelle étape, et il y a encore aujourd'hui beaucoup de PC qui ont cette taille-là, donc c'est quand même un exploit dans un si petit appareil. Oui, j'imagine maintenant que en fait c'est une fuite, mais c'est pas du tout le cas, et qu'ils se frottent les mains chez Huawei, qui se disent oh bien le prochain on va l'appeler 1024 Go.
Il y a Samsung aussi qui est déjà prévu depuis, donc voilà. Ok, bon, on se demande ce qu'on va faire de toute cette mémoire, à part mettre de la vidéo 4K. C'est pour la 4K, ouais, c'est pour ça, hein, je dis quand même. Mais après, t'en fais quoi? Tu la mets sur la Dropbox? Après ça, t'exploses ta Dropbox avec ta 4K, ouais, c'est ça. Il y a un partenariat qui a été annoncé. Bon, S comme social, Sébastien, Cisco s'engage dans la lutte contre la pauvreté, et ça, c'est sérieux. Ouais, c'est sérieux. Et voilà. Alors, ils n'ont pas non plus vidé leur caisse, mais je voulais quand même souligner le truc. C'est top, les gars. Donc voilà, le patron de Cisco a annoncé que effectivement, ils allaient claquer 50 millions de dollars sur les 2 ou 3 prochaines années, et ils allaient donner ça à une fondation spécifique. Donc c'est pas juste un bruit. Donc c'est une fondation spécifique qui bosse depuis des années pour aider les sans-abri et qui a déjà réussi à reloger des sans-abri, des milliers de sans-abri. Alors c'est un phénomène qui est assez inquiétant aux États-Unis. J'avais été il y a 4-5 ans à San Francisco et en tant qu'Européen, ça m'avait choqué. Il n'y avait pas un coin de rue où il n'y avait pas un clochard. Et une inflation sur l'immobilier dans la Silicon Valley voilà. et San Francisco extraordinaire. En particulier. Ouais. Et donc ça fait partie des endroits aux États-Unis où il y a le plus de sans-abri. Et ici, il y a une autre ville où c'est en train une autre région, pardon, où c'est en train de se passer, c'est Santa Clara. Et donc là, c'est Palo Alto, San José, Sunnyvale, etc., ou Mountain View, donc tous les endroits qui tournent autour de Google, Facebook, etc., où effectivement, ça attire toute une série de gens qui espèrent la rue est vers l'or, hein, ils vont vers la société en se disant, ils font de l'argent, et bien on espère pouvoir effectivement nous aussi en profiter. Et malheureusement, tout le monde n'en profite pas et il y a pas mal de gens qui restent sur le carreau. Il y a ça et le fait que les salaires ayant grimpé également dans toutes ces startups, etc., ça a fait monter le prix de l'immobilier et même quelqu'un qui a un bon salaire, entre guillemets, ne peut plus s'offrir une maison ou un appartement correctement. Il faut avoir un salaire de ministre, en fait, pour avoir un logement correct, quoi, un logement décent. Et donc, même des gens qui travaillent, paraît-il, je n'ai pas été, mais des gens qui ont un emploi se retrouvent à la rue parce qu'ils savent pas se loger. C'est plus cher que Paris, hein, pour $1 million, là, tu as la porte d'entrée. Hein. Donc, quand ils disent on a mis 50 millions de dollars, ils vont pouvoir aider quelques dizaines de personnes, ou quelques centaines, parce qu'ils vont probablement pas les reloger en plein dans les quartiers les plus riches. Mais voilà, c'est un premier pas. C'est pas les seuls à avoir fait ce genre de choses. Google, mais eux, ils ont pas spécifiquement donné de l'argent pour reloger les sans-abri. Eux, ils avaient créé un fonds en octobre dernier pour donner des bourses pour traîner, j'allais dire mince, pour éduquer tous les travailleurs américains à l'industrie high-tech. Donc tous ceux qui n'ont pas de job et qui veulent rentrer dans les hautes technologies, eh bien Google avait claqué $1 milliard, ils ont déboursé $1 milliard pour ça. Donc voilà, l'high-tech, d'une certaine manière, gagne énormément d'argent, surtout dans ces régions-là, et c'est de l'argent qui vient du monde entier, et il est temps, d'une certaine manière, qu'ils redistribuent une partie de leurs bénéfices et de ce qu'ils rendent pour le social autour d'eux. Sinon, leur image... ils vont passer à côté de quelque chose, clairement. Oui, d'un point de vue sociétal, c'est normal qu'ils le fassent. Probablement qu'ils devraient faire beaucoup plus que ça. Bill Gates en fait beaucoup plus qu'eux. Mais voilà, c'est un début qui est, je trouve, intéressant. À suivre, comme on dit dans ces cas-là, mais à suivre vraiment de près. Plus léger, pour terminer ce 162e épisode, c'est notre lettre W. Oui mais non. Le oui mais non de la semaine. Xavier, tu l'as puisé sur YouTube au départ, mais sur un chemin qui t'a conduit bien plus loin que YouTube. Il faut que tu nous expliques tout par le menu. Oui, alors je vais juste vous expliquer ce que j'ai compris, parce que c'est une news qui parle effectivement des sociétés qui font la promotion des armes à feu. En fait, suite à l'actualité liée aux armes à feu aux États-Unis, donc les attaques et les manifestations qui ont eu contre ces producteurs, YouTube a décidé de renforcer ses règles concernant les vidéos qui font l'apologie des armes à feu. Et ça, ce sera effectif dès le
mois prochain. Alors il y a, ça va toucher évidemment plusieurs vidéastes, et il y a une société, InRange TV notamment, qui est spécialisée sur des vidéos concernant les armes à feu, qui a trouvé déjà une alternative. Alors il faut que je relise mes notes. C'est sur un site qui s'appelle Pornhub, où ils vont pouvoir poster leurs vidéos. Alors je connais pas ce site, mais il paraît qu'on peut poster des vidéos beaucoup plus légères et qu'ils acceptent. Ils acceptent tous les fusils. Il y a moins de censure apparemment. C'est sur YouTube. Ils acceptent. C'est un bon site pour tirer un coup, je pense. Oui, mais mais en général, ils ont des gens qui sont porteurs de fusils, de projets, et de projets. De tout calibre. Donc l'idée, en gros, je résume, c'est que ils ne sont plus les bienvenus sur des sites de partage de vidéos. On va dire ayant pignon sur rue, tels que YouTube. Donc allons là où de toute façon on sera de toute façon dans quelque chose d'un petit peu plus illégal. D'autres sites de vidéos en fait simplement. Voilà, mais et Pornhub a accepté ce deal. Alors. Je ne sais pas s'ils ont accepté ou pas. En tout cas, le fait est qu'ils sont hébergés. On ne sait pas pour combien de temps. Et on ne sait pas qui va aller voir ça. J'espère pas longtemps. J'espère aussi, parce que ce serait pas une bonne image pour Pornhub. Je sais pas s'ils ont une publicité positive ou autre, mais je trouve que du coup, ils sont pas. Enfin, voilà, ça correspond pas à ce qu'ils font. Non, je ne trouve pas. Tu vois. Alors qu'en général, leur sujet de prédiction, c'est l'amour, la beauté, le partage, etc. Trop de violence. Pas la violence. Il y a pas de violence dans leurs vidéos. Tu vois. Et tout d'un coup... Surtout la violence envers les mineurs, on n'accepte pas. Non, c'est ça. Enfin, ceci étant dit, c'est un sujet quand même sérieux. Là, ça nous fait un petit peu sourire parce que c'est un petit peu bizarre de retrouver ce genre de contenu sur un site à vocation pornographique. C'est un drôle... ça, je ne savais pas, par contre. C'est un drôle... Il est bête. Je trouve que c'est un drôle... Enfin, c'est bizarre. Le chinois est fourbe. Oui, le chinois. Celui-ci en particulier. Bon, ben voilà, là aussi, les sources sont sur le site lestechno.be. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour aller plus loin, peut-être pour faire vos propres recherches ou vous faire votre propre idée sur cette actualité. Sur le dernier sujet, surtout. Surtout sur le dernier sujet. Ceci étant dit, tous ces sujets ont été vus par les regards de ces deux zigomars. Peut-être qu'ils sont passés à côté de quelque chose d'important. N'hésitez pas à le faire savoir si c'était le cas. Et si vous repériez quelque chose de plus important que ce que nous avons pu voir cette semaine dans l'actualité technologique. Pour ce 162e épisode, nous avions Xavier de ce côté-ci, nous avions Sébastien de ce côté-là, qui part en vacances. Bonne chasse. Et aux œufs. Merci à tous, merci de nous avoir suivis, à très bientôt, au revoir.